messieurs, j'ai le plaisir, l'honneur de vous présenter notre conférencier suivant, M. Jean-Louis Cuc. M. Jean-Louis Cuc, vous êtes actuellement président honoraire de l'Université de Montpellier II, on en a déjà parlé, en clair, l'Université des sciences et techniques du Languedoc, car cette université a plusieurs sites dans notre région. Vous avez été son président de 2006 à 2008 et précédemment, à 3 reprises, son vice-président du conseil scientifique. Vous avez gravi tous les échelons de la carrière universitaire puisque depuis 2004, vous êtes professeur d'université de classe exceptionnelle. Vous êtes docteur en biochimie de cette université avec une thèse d'État intitulée, je cite, modification chimique d'acides aminés indispensables sous l'influence de traitements technologiques alimentaires, incidence nutritionnelle et métabolique. Titre impressionnant et quelque peu mystérieux pour moi qui ne suis qu'un littéraire versé dans les sciences humaines, l'histoire et la théologie. Mais je suppose que ce titre est en relation directe ou indirecte avec le sujet que vous avez traité devant nous ce matin sur la polémique autour de l'herbicide Roundup, puisque j'ai lu dans votre curriculum vitae que vous avez travaillé sur les questions de sciences agroalimentaires qui touchent à la sécurité sanitaire des aliments. Vous avez dirigé de nombreux mémoires de master, de 36 thèses, et été président de jury ou examinateur de 110 autres dans des universités ou écoles françaises ou étrangères. Vous avez publié de nombreux ouvrages et articles en langue française, dont certains sont édités en espagnol, en allemand, en anglais et en japonais. Vous êtes ce qu'on nomme à juste titre un enseignant-chercheur, avec un tiret entre les deux. Mais ayant été enseignant dans le secondaire avant de l'être dans le supérieur, j'ai compris en lisant votre CV que la pédagogie et la transmission du savoir vulgarisé vous intéressent vivement. Vous êtes un conférencier recherché, en public, à la radio, c'est pourquoi vous avez fait venir jusqu'au Vigan. Merci d'être venu jusqu'au Vigan. Vous êtes même sportif, ça se voit à votre forme. Joueur classé en tennis, entraîneur de volley-ball, et encore, je crois bien, actuellement président de l'association sportive de l'Université de Montpellier. Là, il ne semble pas qu'il y ait de la retraite. Vous êtes aussi artiste peintre, membre du Rotary Club de Montpellier, depuis 2012 et depuis l'année précédente, membre de l'Académie des sciences et lettres de Montpellier. Et, cerise sur le gâteau, en quelque sorte, depuis 2020, vous êtes conseiller municipal de Saint-Clément-de-Rivière, chargé entre autres des questions sportives. Bref, vous êtes un homme complet, je n'ai pas dit parfait, et nous sommes maintenant très heureux d'entendre sur cette affaire de polémique autour du Roundup. Évidemment, dans ce pays où nous avons beaucoup de jardins, nous intéresse vivement. Merci en tout cas, et nous sommes heureux de vous aider. Merci beaucoup. Que d'éloges, vous m'avez mis mal à l'aise. Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers consoeurs, chers confrères. Alors, donc, c'est avec plaisir que j'ai répondu à l'invitation qui m'a été faite par votre Académie. Et le thème qui est abordé aujourd'hui, polémique autour de l'herbicide Roundup, est un thème d'actualité. C'est un thème d'actualité. Alors, pourquoi se préoccuper de ce thème ? Eh bien, aujourd'hui, donc au plan politique, on en dira quelques mots parce que la politique, il faut la laisser aux politiciens. Et je ne suis pas particulièrement donc impliqué dans ce qui concerne l'usage du Roundup, mais donc c'est surtout au niveau de ce qu'est cet herbicide et la façon dont il agit, la façon dont notre société se comporte par rapport à cet herbicide. Alors, le déroulé de ce que nous verrons ensemble très rapidement. Donc, évoquer l'agrochimie dans l'histoire de l'homme. Donc, on remontera très loin dans l'histoire. Vous verrez que l'homme a toujours utilisé des produits minéraux, des produits biologiques pour essayer de gérer au mieux ses cultures. Et donc, on évoquera cette agrochimie. Évidemment, ensuite, on évoquera le Roundup. Donc, on évoquera quelques informations que donnent les médias sur ce Roundup. Et puis, évidemment, on rentrera dans le vif du sujet, donc en évoquant la nature, la stratégie chimique et surtout le mode d'action du Roundup, sa biodégradabilité, sa toxicité qui fait actuellement l'objet de débats, et en particulier donc sur
les causes de cancer qui seraient induites par la consommation de ce glyphosate. On évoquera ensuite les plantes résistantes et l'écologie, puis la lutte biologique via les OGM. Donc là, je rejoindrai un petit peu ce que Bernard vous a expliqué tout à l'heure. Et on arrivera à la conclusion. Alors, là, je fais simplement une petite revue de presse. En substance, donc c'est notre société, ça de 2 ans. Il n'y aura bientôt plus ces substances. Donc, c'est un grand distributeur qui évoque que... Il marche toujours pas? Non, je sais pas pourquoi. Ah, vas-y. Là, ça marche? Vous m'entendez? Oui. Voilà. Donc, qui évoque donc dans son panier, donc c'est un sac poubelle, vous voyez, donc il a bien choisi son sac poubelle pour dire que tout ce qui est donc à rejeter de notre alimentation doit se retrouver dans ce sac poubelle. Par exemple, il y a le glutamate, il y a l'aspartame, et évidemment il y a donc cet herbicide. Alors, dans l'histoire, là on ne voit pas le haut de la diapo, bon c'est pas grave. La lutte chimique donc contre les nuisibles, au sens le plus large du terme, existe depuis des millénaires. Regardez, 1000 ans avant Jésus-Christ, le soufre était déjà utilisé par nos grands aïeux pour éventuellement donc, préserver leur culture et préserver leur agriculture. Le soufre, donc 1000 ans avant Jésus-Christ, l'arsenic, qui est recommandé par Pline l'Ancien, donc qui est un naturaliste romain en tant qu'insecticide. Vous voyez, donc déjà, l'arsenic. Donc vous voyez la toxicité de l'arsenic, ce que ça devait donner pour nos grands aïeux qui consommaient ces produits traités à l'arsenic. La lutte biologique est connue aussi depuis fort longtemps. On connaît certaines plantes dont les propriétés toxiques sont utilisées comme pesticides. Par exemple, les aconites contre les rongeurs au Moyen-Âge. Ou encore les propriétés insecticides du tabac qui étaient utilisées dès le XVIIe siècle. L'agrochimie maintenant. L'agrochimie correspond dans nos sociétés à un grand secteur donc particulièrement actif. Et c'est en 1807 que donc M. Prévost a proposé d'utiliser le sulfate de cuivre dans le traitement de la carie du blé. Et bon, j'en arrive à la bouillie bordelaise, donc qu'on connaît tous aujourd'hui, donc sulfater, n'est-ce pas, sulfater nos vignes quand il y a une attaque de mildiou. Je pense que c'est quelque chose qui est connu de tous et qui ne pose aucun souci quant à l'acceptabilité de ce traitement. Or, le soufre donc n'est pas dégradable, s'accumule dans les sols. Et on pourra évoquer donc le rôle aujourd'hui que peut jouer ce cuivre, donc utilisé depuis des décennies, donc sans qu'il soit question de le remettre en cause. Or, là aussi, on va évoquer donc les effets de ces composés, donc qui seront actifs sur les moisissures, par exemple. La moisissure, c'est un être eucaryote, qui est comme nous, donc constitué d'une cellule, souvent ils sont pluricellulaires. Eh bien, si on a une substance qui agit sur cette moisissure, elle agit sur un phénomène qui se produit, un phénomène biochimique, une réaction quelconque du vivant dans cette moisissure. Si on arrive à tuer cette moisissure, on peut se préoccuper de ce qui se passe chez nous, on est aussi des eucaryotes. Et ça, cette question ne se l'est pas posée depuis l'usage de la bouillie bordelaise. Alors, les biocides maintenant. Les biocides, donc, ce sont des substances qui sont efficaces pour tuer du vivant. Et parmi les biocides, on trouve des pesticides. Donc, dans la catégorie des pesticides, on a les produits de l'agrochimie, en particulier les phytosanitaires. Et puis, évidemment, on pourrait évoquer aussi les eaux sanitaires. Donc, on va surtout se préoccuper de cette partie-là de l'agrochimie. Alors, les produits de l'agrochimie. Alors, pesticides, donc, je viens de décrire le tableau que j'ai présenté. Parmi les pesticides, regardez tout ce qu'il y a aujourd'hui à disposition de notre société pour réguler le vivant quand il s'agit d'éliminer des algues, des acariens, etc., des bactéries. Et on a donc tout un ensemble de produits qui sont à disposition donc, de notre société, des agriculteurs et autres, à même de jouer un rôle donc déterminant, par exemple, sur la régulation de la culture d'herbes, d'adventices, d'herbes qu'on peut estimer comme non favorables donc à l'agriculture. Alors, une remarque. On va évoquer le Roundup. Le Roundup fait partie donc de ces ensembles-là d'herbicides, mais j'aimerais évoquer simplement, donc pas, on évoquera d'autres herbicides, mais ce qui se passe au niveau des insecticides, n'est-ce pas? Et vous montrer, là je ne vais pas rentrer dans le détail, le nombre de molécules. Regardez, là je ne les lis pas, hein, je vous ai fait grâce de la lecture, regardez ici, il y a tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Vous voyez que parmi les molécules insecticides,
nos agriculteurs, nos sociétés sont à même d'utiliser ces produits-là, issus de l'agrochimie, et qu'aujourd'hui, on ne discute presque pas de ces produits-là. N'est-ce pas? Qu'on continue. On a évoqué les néonicotinoïdes il n'y a pas très longtemps pour les abeilles, mais il y avait tous les autres devant. N'est-ce pas? Tout cela. Et là, personne n'en parle, ou presque personne n'en parle. Et donc, vous voyez, il y a les pyréthénoïdes, les carbamates, etc. Donc, énormément de molécules dont la presse ne s'est pas emparée pour juger éventuellement de leur toxicité. Pas du tout. Or, parmi ces molécules-là, il y en a qui sont toxiques, il y en a qui sont perturbateurs endocriniens, enfin, on a toutes les toxicités possibles dans ces molécules-là. Par exemple, au niveau des fongicides. Les fongicides, donc, contre les champignons microscopiques, eh bien, on a des produits soufrés, carbamates, etc. Et regardez aussi le nombre de produits dont on dispose. Et donc, ces fongicides sont utilisés dans notre société, par exemple, pour la pomme du Vigan. N'est-ce pas? Donc, un produit, on ne peut plus renommer, un produit mythique de cette région. Si on ne la traite pas par un fongicide, à la surface de la pomme se développeront des moisissures que l'on ne verra peut-être pas, donc un Penicillium patulum, un Aspergillus clavatus, et ces moisissures sont à même de développer une surface, donc, au plan microscopique, donc, indépendamment des possibilités de détection de notre vue, une molécule qui est la patuline, qui est cancérigène. Donc, si on ne traitait pas la pomme, on risquerait d'avoir sur la pomme cette molécule-là. D'accord? Dont on sait qu'elle est cancérigène. Mais bon, doit-on accepter tous les autres? Donc c'est une question éthique qu'il faudra que nous nous posions. Alors, simplement une revue de presse. Donc, les pesticides au sens large. Vous voyez, les pesticides inondent les rivières. La presse, vraiment, actuellement, fait énormément d'articles concernant ces pesticides et les montre évidemment du doigt en disant qu'ils sont vraiment pas bons. Regardez là, l'homme qui goûte les pesticides, enfin, c'est quand même... Vous avez vu tous les pesticides dont on dispose. S'il doit tous les goûter, il a vraiment beaucoup de travail, quoi. Près des vignes, regardez, en octobre 2021, donc c'est tout récent, est-on plus exposé aux pesticides? Donc, voilà, c'est du sulfate de plomb, manifestement, mais c'est mieux, je suppose. Donc, voilà, et donc, actuellement, l'État se préoccupe, donc, des effets de ces pesticides sur nos cultures, donc, à destinée de fourniture d'aliments. Alors, les pesticides de synthèse. Donc, on va voir plus jeune, il y a le DDT, que tout le monde a connu, donc, le dichlorodiphénitrichloroéthane, très classique, qui a été jugé très efficace pour la démoustication, en particulier donc, dans des zones où le moustique donc, se retrouvait présent, en Camargue en particulier. Et on s'est rendu compte que ce DDT, donc vous avez la structure ici, est une molécule indestructible. C'est-à-dire que quand on traite au DDT, certes, l'effet insecticide est là, mais cette molécule donc, est rémanente dans les sols, et on la retrouve 30 ans, 40 ans après, elle est toujours présente dans les sols. Donc il fallait absolument arrêter, en sachant que la toxicité de cet herbicide est actuellement bien décrite, et donc voilà, il a été interdit logiquement. Mais il y en a bien d'autres. Il y a l'herbicide de 4D, dont le dichlorophénoxyacétique, et puis le malathion. Vous voyez, des molécules donc, qui sont utilisées couramment. Le malathion, peut-être avez-vous déjà entendu parler, des agriculteurs qui sauvent leur culture, entre guillemets, en usage du malathion. Autre chose aussi, quand même, la particularité de la France. La France est un pays dans lequel l'agrochimie donc, est un secteur d'activité qui est particulièrement florissant. On est en Europe le pays qui dépense le plus, donc 1 million d'euros. Vous voyez, l'herbicide dont on va évoquer, le Roundup, il est là, mais pour l'ensemble des pesticides, vous voyez qu'on dépasse largement l'Allemagne, l'Italie, les autres pays européens. Donc ça veut dire qu'on a un usage aujourd'hui de ces composés qui est un usage peut-être exagéré, peut-être. Donc l'indice de fréquence des traitements, j'évoquais la pomme. Regardez, la pomme, on arrive par an donc à avoir jusqu'à une trentaine de traitements, au maximum. Hein. Mais enfin, c'est énorme. La pomme de terre, c'est moins, le tournesol, etc. Les dépenses en pesticides, alors c'est une unité un peu bizarre, hein, donc 1 euro par hectare, hein, mais vous voyez qu'évidemment pour la pomme, c'est ce qui revient le plus cher, c'est évident, hein, donc, par rapport au nombre de traitements auxquels elle est soumise cette pomme. Alors les herbicides maintenant, danger herbicide. Donc ça ce sont des photos qui sont extraites de la presse, hein, et voilà, vous voyez, donc on met un masque, on a une projection donc, par avion de ces herbicides. On voit désherbage total avant semis direct sans labour, vous voyez, quand on voit donc, l'efficacité de l'herbicide, toutes les plantes sont tuées par l'usage de cet herbicide.
Voilà par exemple une rangée, ce sont des arbres fruitiers, au niveau desquels, la rangée au niveau de laquelle il n'y a aucune herbe. Et par contre, on a l'herbe à côté. Si vous regardez aujourd'hui les vignes qui sont cultivées sur fil de fer. Sur fil de fer, donc il est très difficile aujourd'hui d'éliminer les herbes qui poussent autour des ceps. Quand j'étais enfant, on m'a mené dans la campagne avec un rabassier pour ce que l'on qualifiait d'escauceler, c'est-à-dire on déchaussait le pied de la vigne pour donc éventuellement désherber le pied de la vigne, en sachant que les plantes qui cultivent au pied de la vigne absorbent des composants minéraux dont la vigne a besoin pour donner de belles récoltes. Donc aujourd'hui, les vignes étant sur fil de fer, on n'a plus la possibilité de le faire, et puis ça coûterait beaucoup trop cher. Donc qu'est-ce qu'on fait? Même pour la vigne, si vous regardez aujourd'hui les vignes sur fil de fer, vous verrez que dans l'alignement de la vigne, il n'y a pas d'herbe. Et s'il n'y a pas d'herbe, c'est qu'un désherbant a été utilisé. Voilà, donc les premières méthodes de désherbage, alors elles étaient vraiment extrêmement sévères. Donc on agissait sur le pH du sol, je sais pas, on mettait de l'acide ou de la soude. Mais bon, les plantes, forcément, qu'on souhaite cultiver, n'apprécient pas toujours ces modifications. La salinité. Et la lutte mécanique, donc, elle a toujours été utilisée, mais aujourd'hui, elle est simplement limitée à certaines zones accessibles donc aux engins mécanisés. Alors, l'usage des premiers herbicides chimiques a commencé en 1880 avec les composés inorganiques minéraux. D'abord, c'était la chimie minérale qui a été mise en avant donc, pour essayer de réguler donc, les mauvaises herbes, les adventices dans les cultures vivrières. Donc, le désherbage par le sulfate de cuivre. Donc, vous voyez, dans les champs, le sulfate de cuivre qui agissait sur les plantes. Donc, il agissait tout à l'heure sur le mildiou, je vous l'ai dit. L'acide sulfurique dilué. Les premiers herbicides organiques ne sont arrivés que bien plus tard. Donc, on va les évoquer un peu plus tard. Alors, le mode d'action des herbicides aujourd'hui, on les connaît pratiquement tous. Donc, ils peuvent agir sur la photosynthèse, ils peuvent inhiber la synthèse des lipides, la synthèse d'acides aminés, éventuellement donc déréguler les synthèses d'oxines, agir sur la métaphase, inhiber les caroténoïdes, inhibition de l'enzyme de synthèse de l'enzyme PPO, dérégulation de pH, etc. Donc chaque herbicide qui est utilisé aujourd'hui agit sur le métabolisme de la plante à un niveau précis que l'on connaît. Voilà, alors les herbicides minéraux, les premiers, je ne sais pas si vous voyez le cyanure de calcium. Et pour l'homme, le cyanure de calcium, c'est du cyanure. Hein. D'accord, donc agit sur les chaînes respiratoires et donc en général c'est un composé qui est mortel à toute petite dose. Le sulfate de fer, donc FeSO4, ferreux, donc c'est un herbicide de contact et qui est utilisé pour les mousses. Si vous avez de la pelouse actuellement, on vous propose d'utiliser ce sulfate ferreux que vous répandez donc sur vos pelouses et qui va empêcher la croissance des herbes donc qui affecterait la qualité de votre pelouse. Le chlorate de sodium, très efficace, mais c'est un explosif, donc très difficile à utiliser et puis de plus en plus interdit, n'est-ce pas? Parmi les herbicides organiques maintenant, il y a les herbicides donc, qui seront qualifiés de racinaires, ceux qui seront racinaires et foliaires, donc vous avez les noms ici, et puis ceux qui sont des herbicides foliaires, c'est-à-dire que l'application de l'herbicide se fera directement par contact, par pulvérisation au niveau des parties feuilles, feuilles de la plante. Et on retrouve le glyphosate, donc dans cette partie-là. Vous voyez qu'il n'est pas le seul, hein. D'abord, je montre bien qu'il n'est pas le seul. Mais c'est un désherbant total, un herbicide non sélectif, le mécanisme d'action, bien, on le verra, donc tout à l'heure. Alors, un herbicide polémique, donc on y arrive, le glyphosate. Alors, les médias et le Roundup. Là, j'ai fait que une toute petite revue de presse. Donc, du glyphosate est trouvé dans les céréales et les pâtes. Cafouillage sur l'exécutif, donc autour du glyphosate, vous voyez, en 2017. Donc, une fois oui, une fois non. Glyphosate, un enjeu européen. Donc, voilà. Ici, 5 bonnes raisons donc, de tenir vos engagements. Donc, c'est une lettre ouverte qui a été adressée au président de la République, dans laquelle donc, les signataires, vous voyez, ce sont toutes ces organisations ici, demandaient l'arrêt du glyphosate. Glyphosate, l'Europe donc avait décidé son arrêt, puis l'Europe a décidé de continuer à autoriser l'usage du glyphosate. C'était en 2017. Avec le glyphosate, on est en face d'une crise institutionnelle. Voilà, le délai de 3 ans prouvé par Macron en plein flou. D'accord, on l'avait interdit, mais bon, il revient. Sortie du glyphosate, vous voyez même une
Nicolas Hulot, donc, qui était l'écologiste, notre ministre écologiste, donc, qui était vent debout contre le glyphosate, est revenu en arrière, donc prêt à envisager des exceptions. Occitanie, glyphosate, le difficile retour en arrière. Vous voyez, donc là, c'est bien dans une ligne. Glyphosate, terrain à déminer, donc toujours pareil. Les médias, donc, enveniment. Glyphosate, des promesses et des interrogations. Les députés contre l'interdiction de la loi. En 2019, donc, le ministère de l'Agriculture n'écarte pas la possibilité de permettre l'épandage du glyphosate. Donc, une fois oui, une fois non. Le glyphosate, les groupements écologistes, donc, opposés au glyphosate, donc, annoncent qu'il s'agit là d'un scandale. Monsanto, le spectre européen, le scandale européen, on reviendra sur Monsanto tout à l'heure. Et le quotidien du Médecin, vous voyez, ça date du mois d'octobre 2021, c'est tout à fait récent. Donc, c'est une motion qui est envoyée à nos hommes politiques pour faire interdire ce pesticide toxique en Europe dès 2023, donc cancérogène probable, ne serait pas d'accord, etc., etc. Alors, votre avis importe. Si vous me le permettez, on va faire un sondage. Un sondage, là, qui est pour l'usage du Roundup. Oh ben, c'est bien. Donc, qui s'abstient? Donc, il y a quand même une majorité. Oui, merci. Merci. Il y a quand même une majorité donc, de contre. Ça veut dire que si vous êtes contre, vous savez ce que fait le Roundup. Vous savez quelle est sa structure, comment il agit sur la plante et comment il est métabolisé chez l'homme. Alors, je ne pose pas les questions à ceux qui sont contre, hein, ni à ceux qui sont pour, parce que peut-être ne connaissent-ils pas les modalités d'action. Donc, vous voyez. On n'a pas dit qu'on était contre, on a dit qu'on s'abstenait. Oui, mais oui. On s'abstient par. Mais qu'il s'agisse des pour ou des contre, franchement, aujourd'hui, ce qu'on va voir pour la suite, je souhaite que ça vous éclaire. Hein, et que vous puissiez, je ne ferai pas un sondage, hein, je n'en ferai pas, non. Mais que vous puissiez éventuellement vous déterminer par rapport au Roundup avec une connaissance simple que je vais essayer de simplifier au mieux. Voilà. Alors, le glyphosate, c'est un desserment foliaire systémique. Donc, herbicide non sélectif, il est absorbé par les feuilles à une action généralisée. Il est breveté par la firme Monsanto, mais depuis, il est passé dans le domaine public. Et en principe, il était interdit en France depuis 2017, mais ça revient, comme je vous l'ai montré, donc aujourd'hui il est encore utilisé. Alors la structure chimique, on ne va pas faire beaucoup de chimie, d'accord? Je vous ai tout à l'heure présenté une liste de molécules insecticides et fongicides, avec des structures extrêmement complexes. Là, il s'agit d'une structure extrêmement simple. Il s'agit donc d'une molécule donc, qui peut être décomposée en deux parties. D'une part ici, un acide aminé qui est le plus simple que l'on connaisse, qui est la glycine. Donc c'est un produit qui est un composant de nos protéines. Et de l'autre côté, donc c'est un groupe phosphonate, avec un groupement phosphate ici, une liaison CH2. Donc vous voyez, c'est une molécule on ne peut plus simple. Et le glyphosate en propriété, il est hydrosoluble, mais si on le projetait donc sur les feuilles directement seul, eh bien, il pénètre très difficilement parce que les feuilles ont en général des cuticules qui sont des cuticules hydrophobes, et donc on l'associe souvent à un détergent pour favoriser la pénétration de ces glyphosates. Alors voilà la modalité, donc on le projette, donc il va sur la feuille, il rentre dans le végétal. Dans le végétal, il pénètre dans les cellules végétales, donc qui sont des cellules eucaryotes, et au niveau des mitochondries, donc il va provoquer des modifications de substances précurseurs d'acides aminés aromatiques. On va voir, on va pas rentrer dans le détail. Mais néanmoins, on sait exactement ce qui se passe. Chez tous les végétaux, il y a un précurseur, donc qui est issu de la photosynthèse, qui est l'acide chimique. Et cet acide chimique dans le végétal, au niveau du chloroplaste, va subir un certain nombre de transformations, donc peu importe les noms, et aboutissent à la formation des acides aminés qu'on qualifie d'aromatiques, donc la phénylalanine, la tyrosine et le tryptophane. Ces acides aminés étant absolument indispensables à la synthèse des protéines du végétal. Un végétal, pour fonctionner, il a besoin de protéines de structure, protéines fonctionnelles, comme nous, donc les protéines jouent un rôle essentiel dans l'expression de la vie du végétal. Et sans ces acides aminés-là, eh bien, la biosynthèse des protéines dans le végétal ne peut pas se faire. Donc ça veut dire que le végétal est dans l'incapacité de fabriquer, à partir du moment où on a bloqué ici, avec le glyphosate est un inhibiteur, cette petite molécule,
de l'enzyme qui s'appelle l'énol pyruvyl chitimate 3-phosphate synthétase. Ici, le glyphosate bloque là. Alors ce que l'on peut dire aussi tout de suite, et le blocage évidemment aboutit à la non-production de ces acides aminés, c'est que la biosynthèse de ces enzymes, donc de ces acides aminés par l'enzyme là, n'existe pas chez les animaux. Donc ça veut dire que chez le monde animal, on ne peut pas, avec le glyphosate, inhiber la synthèse des acides aminés aromatiques. Ça, c'est particulier au végétal. Alors, la présence de l'enzyme donc chez les végétaux supérieurs permet au glyphosate d'exercer son activité sur un large spectre de mauvaises herbes ou adventices, puisque tous les végétaux ont en commun cette réaction de synthèse des acides aminés aromatiques. Et ce système enzymatique est propre aux végétaux. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas d'effet inhibiteur du glyphosate sur un quelconque système enzymatique chez l'homme, chez les animaux. Alors la biodégradabilité, là je peux vous raconter une anecdote. Il y a 15 ans, donc j'étais avec mes étudiants donc en microbiologie, et mes étudiants m'avaient posé la question une quinzaine d'années sur la biodégradabilité du glyphosate. Alors je m'étais procuré du glyphosate et je leur avais dit, écoutez, vous avez du glyphosate, à vous de le démontrer. Et je leur ai dit, ils m'ont dit, mais comment fait-on? Je leur ai dit, il nous faut des micro-organismes. J'ai dit, allez les chercher dans l'université, dans les sols. Ils sont partis donc dans l'université et ils ont ramené des sols et donc on a donné comme seule source carbonée aux bactéries qui en ont besoin, comme seule source carbonée du glyphosate. Et aux surprises, les bactéries poussaient. Les bactéries utilisaient le glyphosate comme substrat. D'accord? Donc là, on en conclut, alors de là à dire que dans la nature c'était exactement la même chose, mais ça veut dire que dans la nature il existe des bactéries, on connaît, donc des entérobactères, des clostridium, des bacillus, qui sont à même de, entre guillemets, manger, de métaboliser le glyphosate. Et donc c'est un insecticide, donc, un herbicide, qui permet de semer directement après usage sans effet sur la culture suivante. En effet, si la culture suivante, vous ne le projetez pas, entre guillemets, associé à son savon sur la feuille, rien ne se passera. Et s'il est dans le sol, eh bien, on va voir, voilà, l'effet apparaît simplement par pulvérisation. Et donc, au niveau marketing, cette absence d'effet secondaire sur la culture suivante, c'est hélas très vite transformé en l'affirmation d'une biodégradabilité totale et rapide. Mais effectivement, cette molécule est biodégradable. Donc aujourd'hui, on sait que dans les sols, il faut une quarantaine de jours, une cinquantaine de jours, pour que le glyphosate soit complètement détruit par les bactéries. On n'est pas dans les sols, on n'est pas milieu liquide. Dans le laboratoire, on est un milieu liquide. Donc les phénomènes de diffusion sont beaucoup plus complexes, et pour que les bactéries arrivent au glyphosate, c'est pas si évident que ça. On est en bactériologie, en milieu solide, et ça c'est tout nouveau, d'accord? Donc voilà, et elle varie évidemment évaluée dans les laboratoires entre 4 et 189 jours. Mais à partir du moment où le milieu est humide, eh bien la biodégradabilité du glyphosate est très très élevée. Il disparaît très rapidement. Par contre, en terrain sec, eh bien rien ne se passera. En terrain sec, vous mettez du glyphosate, 6 mois après, vous aurez toujours le glyphosate, parce que les bactéries ne poussent pas, et donc le milieu est en quelque sorte stérile au plan microbien. Voilà. Alors, voilà. Alors, la toxicité. Donc, la toxicité a fait l'objet de très nombreuses études, et il a été classé en 2017 comme cancérigène probable pour l'humain, groupe 2A, par le Centre national de recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la santé. Alors, cette classification, donc cancérigène probable pour l'humain, c'est une classification que l'on retrouve pour bien d'autres phénomènes, bien d'autres sujets d'actualité. Par exemple, aujourd'hui, les ondes électromagnétiques, n'est-ce pas, la 5G, elle est classée par ce même centre cancérigène probable pour l'humain. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de démonstration aujourd'hui, aucune démonstration, aucun essai de toxicité à long terme qui prouve que c'est cancérigène, mais on verra tout à l'heure les essais qui ont été réalisés par des laboratoires. Retenez ça, la DL50 du glyphosate pur se situe à environ 1% du poids corporel, c'est-à-dire 700 grammes pour 70 kg. C'est-à-dire que pour que 50% de la population ait un effet létal, n'est-ce pas, létal du glyphosate, il faudrait que chacun d'entre nous consomme 700 grammes.
Si nous consommions tous 700 grammes, la moitié d'entre nous donc, aurait l'effet létal du glyphosate. Mais 700 grammes, c'est énorme. Le sel, par exemple, le chlorure de sodium, c'est moins que ça. Voilà, donc pour vous donner une idée, d'accord? Voilà. Alors, regardez, glyphosate. Alors là, c'est une revue de presse qui date du 12 décembre de l'année d'avant. Le glyphosate n'est pas cancérigène, mais on verra tout à l'heure avec les laboratoires donc, spécialisés dans la recherche des composés cancérigènes, qu'est-ce qu'ils en concluent. L'OMS le considère comme cancérigène improbable du fait de l'exposition aux organismes alimentaires. Alors, quant aux morts liés à son emploi, depuis plus de 40 ans, donc, il s'en est utilisé des millions de litres sans que les cimetières se soient remplis. Une étude américaine a démontré, moi c'est une revue de presse, hein, halte terrorisme écolo, d'accord? C'est pas moi qui l'ai dit. Voilà. Et une chose importante aussi, quand le glyphosate donc, est utilisé, la première chose qu'il subit dans son catabolisme, c'est l'hydrolyse de la glycine de la partie phosphorée. Et donc apparaît évidemment le groupement phosphonate, donc qui s'appelle l'acide amino-méthylphosphonique, et évidemment la glycine qui est un acide aminé, on ne peut plus, donc biologique en quelque sorte. Voilà, glyphosate et cancer. Alors, dans le tableau suivant, on ne va pas rentrer dans le détail parce qu'il y a 11 centres de recherche internationaux indépendants qui ont été donc consultés pour juger du pouvoir cancérigène de ce glyphosate. Il apparaît que 9 de ces centres concluent l'absence de risque à l'absence totale, tandis que 2 autres contribuent à un risque potentiel, mais avec beaucoup de mémoire, ils ne savent pas, quoi. En gros, c'est ça. Alors, je ne rentre pas dans les détails, hein. Mais vous voyez des groupes qui sont aujourd'hui donc de renommée mondiale, qui sont indépendants, et c'est voilà, tous ces travaux donc ont montré que le glyphosate donc n'était pas cancérigène. Évidemment, la société civile le reprend, ce n'est pas cancérogène. Donc c'est un sénateur donc voilà qui rapporte que le glyphosate n'est pas cancérigène en s'appuyant sur ses travaux. Voilà. Alors là aussi les médias repartent. Donc le glyphosate donc on le retrouve dans nos urines. Alors si on le retrouve dans nos urines, ça veut dire que sa clearance est excellente. Si on mange un produit qui contient du glyphosate, si on l'élimine rapidement par les urines, ça veut dire que l'organisme va même fonctionner et qu'on détoxifie tout de suite. Et d'ailleurs, quand on m'avait fait la remarque, j'aurais dit, mais écoutez, il y a un produit qui est bien plus toxique que le glyphosate que vous avez tous donc identifié dans vos urines, et ce produit, c'est le méthylmercaptan. Quand vous mangez des asperges, eh bien, le parfum que vous avez, n'est-ce pas, tout particulier lié à la consommation de ces asperges, est lié à cette molécule-là. Et cette molécule-là, regardez, elle est en gros 100 000 fois plus toxique, 100 000 fois plus toxique ça, que le glyphosate. Voilà. 100 000 fois, d'accord? De là à dire ne mangez pas d'asperges, j'ai pas dit ça. Mais vous voyez, donc il faut faire très attention, je crois, à ce que... Voilà. Alors les médias, je passe dessus, donc voilà, les médias, donc voilà. Une chose qu'on peut dire, c'est aujourd'hui les plantes résistantes au glyphosate. Donc si les plantes sont résistantes au glyphosate, ça peut, au plan de l'agriculture, donc jouer un rôle important, parce que dans la mesure où vous disposeriez d'une plante résistante au glyphosate, vous pouvez la planter, utiliser le glyphosate donc, comme désherbant, il n'y aura pas de concurrence donc, au niveau de la croissance de cette plante et les rendements seront excellents. C'est évident. Donc aujourd'hui, on sait que certains gènes bactériens, donc vous voyez celui-là qui porte ce nom-là, le gène GOX, à partir d'une souche bactérienne et à partir d'une bactérie aussi, peuvent donc détruire, entre guillemets, donc le glyphosate, peuvent l'empêcher d'agir sur les autres plantes. Et donc on a aujourd'hui des plantes qui sont autorisées aujourd'hui à disposer, entre guillemets, de cette avancée technologique, biotechnologique, qui est l'introduction du glyphosate, du gène du glyphosate dans leur génome. Donc vous avez, bon, le produit qu'on connaît le plus, c'est le soja, d'accord, qui est aujourd'hui largement produit dans les pays nord-américains et Amérique du Sud. Mais il y a aussi le maïs, n'est-ce pas, le blé tendre, etc. Donc il y a des plantes dans lesquelles, par génie génétique, donc par biotechnologie, avec les méthodes qui ont été décrites tout à l'heure par Bernard, eh bien on arrive à introduire le gène de résistance, et souvent le gène de GOX. Voilà, alors l'utilisation massive du glyphosate permet le développement aussi naturel de plantes qui deviennent naturellement résistantes au glyphosate. Et donc ces plantes, on les connaît aujourd'hui, donc vous voyez, leur nombre augmente. Et oui, naturellement, les plantes dévient leur métabolisme pour fabriquer des acides aminés aromatiques par d'autres voies. Donc ça c'est normal.
Alors, simplement, ce qui a, je pense, jeté le discrédit sur ce glyphosate, c'est le glyphosate associé aux OGM. Vous savez que dans notre société aussi, il y a eu un rejet des organismes génétiquement modifiés, qui date de 25 ans, 30 ans facilement, donc on ne voulait pas, on détruisait les cultures de maïs transgénique, etc. Et la chose, c'est que, voilà, le glyphosate a été associé, donc au travers d'un OGM, a été associé donc à cette transgénèse et a donné une mauvaise image donc au glyphosate et à la plante. Alors, Bacillus thuringiensis, donc c'est une bactérie qui est capable de synthétiser, donc une bactérie qu'on voit ici, et qui est capable de fabriquer une protéine qu'on appelle la thuringiensine, qui est un insecticide remarquable, et aujourd'hui c'est un des insecticides les plus utilisés. Le Bacillus thuringiensis, vous pouvez l'acheter dans le commerce, d'accord. Vous pouvez acheter la bactérie d'ailleurs dans le commerce, et la projeter, la pulvériser sur des cultures, en sachant évidemment qu'il faut la laisser pousser. Si vous êtes en milieu sec, ça ne sert à rien, il faut que la bactérie pousse. Et elle fabrique cette molécule donc à activité, voilà. Alors, les propriétés entomotoxiques, donc, contre les insectes de ce Bacillus thuringiensis, ont été donc largement développées. Et vous voyez, on peut acheter du Bacillus thuringiensis, où on veut. C'est l'insecticide le plus utilisé au monde. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, le maïs était dans sa culture, était attaqué par la pyrale du maïs, et la culture du maïs donc s'avérait vraiment extrêmement affectée par cette pyrale. Pour lutter contre cette pyrale, donc on pouvait prendre cet insecticide donc issu de Bacillus thuringiensis et le projeter donc avec des asperceurs, n'est-ce pas, avec un système de répartition dans la culture. Alors, pour vous donner une idée, si on prend une parcelle de 1 hectare, il fallait par exemple projeter 1 kilo, 1 hectare 1 kilo, de ce Bacillus thuringiensis pour lutter contre la pyrale. Mais quand on a introduit le gène, n'est-ce pas, qui permet de fabriquer cette toxine dans le végétal, d'accord, on prend ce gène, on l'insère dans le génome du végétal. Dans le végétal, ce gène donc exprime cette protéine, mais à un niveau extrêmement faible. Et quand on regarde donc sur le bilan de l'hectare, dans un cas on en a mis 1 kilo, dans l'autre cas on en a synthétisé moins de 10 grammes. 100 fois moins. Donc ça qui fait que le consommateur consommera bien moins de cette toxine protéique, parce que qu'il prendra un maïs qui n'est pas transgénique, la protéine elle est projetée sur le maïs, donc il y en aura forcément sur les graines. Hein. Voilà, alors le maïs BT, donc c'est ce qui a fait controverse et qui a été à l'origine du ciblage donc, de certaines sociétés contre l'herbicide Roundup. Le maïs BT, le maïs Bacillus thuringiensis, donc c'est un maïs dans lequel on a introduit le gène, alors là c'est très simplifié, hein, et on a introduit dans le génome donc le gène issu de Bacillus thuringiensis qui permet la synthèse de la toxine. Donc le maïs n'est plus attaqué, on n'a plus besoin de faire des traitements contre la pyrale. Donc le maïs pousse très bien. Mais le maïs BT Monsanto, alors il faut se souvenir que Monsanto, c'est le premier qui a mis au point le Roundup. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Monsanto a mis au point donc, le Roundup, mais il a fait une double transgénèse. C'est-à-dire qu'il a introduit donc, le gène qui fait relever la synthèse de cet insecticide, et en même temps le gène de résistance au Roundup. Donc il pouvait extraire des bactéries qui sont résistantes. Donc ce qui fait que lorsque les agriculteurs cultivent ce maïs, ils peuvent traiter au Roundup. Donc la culture est une culture donc, unique, avec un rendement extraordinaire, et il n'a pas à traiter contre la pyrale, donc les rendements sont merveilleux. Voilà, donc, et ce qui a été donc, vraiment rejeté, c'est l'association par Monsanto des deux de gènes de résistance donc, au Roundup et gènes de synthèse de l'insecticide. Voilà, donc aujourd'hui, voilà, des herbages mécanisés plutôt que pollués, ça ne marche pas toujours. Hein, je vous ai expliqué pour la vigne, moi j'ai des amis viticulteurs dans mon village natal, et ils me disent, mais comment on fera pour dans les rangées de vignes qui sont en fil de fer, il nous faudra de la main d'œuvre, on l'a pas.
Et puis quand ils ont une invasion avec des herbacées comme le chien-dent, c'est épouvantable. D'accord? Voilà. Alors, voilà. Je terminerai là. Peut-être que maintenant, vous connaissez un peu mieux le Roundup, n'est-ce pas, que ce que vous ne le connaissiez avant que je ne le découvre. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Cuc, pour nous avoir dévoilé le Roundup. Pour nous avoir montré que. Alors ça m'a rappelé tous les combats. Vous avez parlé des insecticides tout à l'heure. Alors depuis les organochlorés, qui étaient extrêmement toxiques, qui pénétraient dans la chaîne alimentaire et qui se concentraient au fur et à mesure, etc. Ce qui fait quand même que les organochlorés, on les a éliminés. On est passé à d'autres molécules plus actives, plus rétrinoïdes, moins toxiques, et puis moins ciblées sur la faune animale. Mais donc, effectivement, vous voyez que ma première réflexion, avant d'ouvrir le débat, ça va être quand même que la constatation du déficit de culture scientifique de la population française à l'heure actuelle, parce que les sciences ne sont pas enseignées dans les collèges, d'ailleurs je me demande à monsieur qui enseigne le français, ne sont pas enseignées dans les collèges et que les gens ne sont pas au courant vraiment des bases scientifiques qui leur permettent de raisonner tous les jours et d'avoir des attitudes, disons, raisonnées. Voilà. Donc j'ouvre la discussion. Tu veux que je mette la discussion? Vas-y. Alors, André Tessier-Micro. Oui. Mon problème de micro, je ne sais pas pourquoi. On va faire ça. Alors, André. Je suis en effet contre le glyphosate, mais pour des raisons que vous n'avez pas du tout abordées. Je crois que nous arrivons, je parle de l'humanité, nous arrivons à une époque où nous devons nous décider de cesser de faire la guerre aux ressources naturelles et aux règnes animaux. Et ça commence avec la définition même dans pesticide de qu'est-ce que c'est qu'une peste. Un insecticide, comme vous le savez, tue tous les insectes. C'est-à-dire qu'il décrète que tout insecte est a priori nuisible. Je conteste cela, excusez-moi, je n'ai pas fini. Une herbicide conteste toutes les herbes qui vont pousser autour d'une plante qu'on décrète comme privilégiée. Autrement dit, nous forçons la nature, comme vous le décrivez très bien, à apprendre à lutter contre les herbicides, ce qui fait que la lutte sera éternelle. Alors, vous comprenez que je vais probablement être très minoritaire ici. Je suis pour les oiseaux. Les oiseaux mangent des insectes. Je suis pour les abeilles. Et je connais les chiffres sur la réduction de la production de miel en France. Et je sais en passant que quand une abeille crée 1 euro de miel, pour lequel il faut beaucoup d'abeilles, elle produit 100 euros de valeur ajoutée dans l'agriculture en raison précisément de son rôle dans la pollinisation. Mais ce chiffre de 100 euros n'apparaît jamais dans aucune comptabilité économique parce qu'il n'apparaît pas quelque part dans un bilan ou dans l'état financier d'une entreprise. Alors que les ventes de miel, que l'on voit, qui sont toutes petites et qui gagnent Coca-Cola, n'est-ce pas, ne comptent pas pour grand-chose. Je suis personnellement aussi pour les 600 agriculteurs qui se suicident chaque année en France. Car c'est précisément d'eux qu'on aurait besoin pour essayer des voies nouvelles à l'agriculture. Je voudrais qu'au lieu de 600, on en ait 0. Parce que n'importe quel agriculteur devrait être capable de vivre, ne fût-ce que d'abord se nourrir lui-même comme il le faisait autrefois. Je pense donc que tous ces pesticides que nous avons, je ne discute pas leur caractère cancérigène, tous les arguments que vous avez donnés sont certainement exacts et je vous fais une totale confiance. Tout ce qui se passe actuellement consiste à dire l'agriculteur qui essaye de vivre directement avec la vie va continuer à diminuer en nombre pendant que les bilans des Monsanto, Bayer et autres sociétés va continuer et leur capitalisation à s'enrichir. Voilà. Alors, si vous permettez, tout à l'heure, je me suis permis de faire un sondage
Mais vous ne m'avez pas demandé mon avis. Alors, dans le sondage, aujourd'hui, j'aurais vraisemblablement, donc, qui est pour l'usage, j'aurais pas levé ma main. Et qui s'abstient, j'aurais levé ma main. D'accord. Vous évoquez les abeilles. Les abeilles, donc, le Roundup a été, donc, tout de suite incriminé dans la disparition des abeilles. Ce n'est pas vrai. Le Roundup n'a pas d'action directe sur l'abeille. Le Roundup détruit les plantes qui ont des fleurs, qui permettent aux abeilles. Donc, c'est indirect. Voilà, non, mais. Voilà. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, le Roundup est utilisé d'une façon vraiment industrielle. C'est de l'agrochimie à un niveau exceptionnel dans certains pays. Et chez nous, je pense qu'il faudrait d'abord l'interdire à l'usage domestique. Alors là, franchement, je vous assure que quand vous avez des chiens dents dans votre allée, si vous pulvérisez directement sur le chien dent, vous n'affectez pas donc l'environnement. Je crois voilà. Je pense qu'il faudrait que ça geste soit là et que évidemment on évite d'utiliser le Roundup à la grande échelle comme il a été utilisé. Mais aujourd'hui, il rend des services qui sont quand même des services liés aux technologies d'aujourd'hui. Mon voisin a refusé le Roundup, donc on en a discuté. Et il a utilisé quoi? Il a utilisé lance-flamme. Ben, il a mis le feu à la garrigue, d'accord. Moi, je ne l'ai pas mis. C'est vrai, c'est vrai. L'agriculture d'autrefois et puis les grandes exploitations. Oui, je crois que c'est bon. Et puis je voudrais quand même rappeler que les travaux de recherche sur les pesticides en général, ils sont de plus en plus évolués, ils ciblent de plus en plus sur justement ça, les cibles, parce que par exemple le Bacillus thuringiensis, ce qu'on utilise actuellement, ça s'appelle du BTI, c'est Bacillus thuringiensis, variété israéliensis, qui est quelque chose de beaucoup plus ciblé en termes de beaucoup plus précis en termes de cible. Oui. Enfin, on a entendu, on a enregistré. Tout à fait. Et il y avait plusieurs. Alors, Patrick Tessier, puis je passerai. Oui, je t'ai vu. Je crois que le Roundup a eu une mauvaise image quand. Plus fort et sans le masque, comme ça. Je crois que Monsanto a donné une très mauvaise image au Roundup quand par lobbying, il a failli interdire, il était à 2 doigts de réussir, le purin d'ortie, qui est un produit qu'on utilise depuis des centaines d'années, qui est complètement naturel, et il était à 2 points de réussir par achat de vote à Bruxelles l'interdiction de ce qui est tout à fait. Le fait et donc ça fait vraiment parce que ils sont très très agressifs pour éliminer la Tout à fait. Alors, oui, c'est bon. Mais il a dit tout à fait, je croyais que c'était sa réponse. Oui, mais la réponse, c'est effectivement, politiquement, aujourd'hui, Monsanto, en créant le maïs BT, donc a généré des questionnements qui n'étaient pas forcément liés qu'au Roundup, qui étaient liés aux OGM. Mais à partir de là, la lisibilité du maïs BT devenait complètement floue. N'est-ce pas? Alors, il y avait, attendez, il y avait une question au fond, monsieur. Je viens de lire dans Sciences et Avenir que, en effet, en Martinique et en Guadeloupe, ils emploient un insecticide qui s'appelle le chlordécone. Il est en fait pour tuer les charançons qui sont dans les bananeries. Voilà, et a été interdit, en effet, je crois, en 1972. Et en plus de ça, il emploie en effet le Roundup ou du moins un glyphosate, et qui en effet tue tous les végétaux qu'il peut y avoir. Et ils se sont aperçus que depuis 2000, cet herbicide glyphosate favorise l'érosion des sols et fait migrer dans les rivières en effet le fameux chlordécone qu'on retrouve en effet au fond des sédiments marins. Alors voilà un petit peu, on est en ce moment dans toutes ces, comment dirais-je, herbicides, fongicides, insecticides, etc. Et qu'on retrouve en effet dans les nappes phréatiques. Moi j'ai suivi en effet ce genre de choses. Et donc certains produits mettent des années et des années, pour pas dire des dizaines d'années même plus, avant de se décomposer.
Alors c'est pour ça qu'en effet, ça pose quand même des petits problèmes. Oui, mais par exemple, entre le DDT qui a été utilisé sans que nous nous posions de questions dans notre société, d'abord c'était le moustique, c'était la lutte contre le moustique. Et puis sa rémanence actuelle, 40 ans, 45 ans après l'arrêt de l'usage du DDT, en Camargue, dans le riz de Camargue, je vous assure, on trouve du DDT. Si on avait traité, je sais pas, le riz de Camargue, qui était donc porteur du gène de résistance au Roundup par le Roundup, l'année d'après, il n'y en avait plus de Roundup. D'accord? Je dis pas qu'il faut le traiter, surtout je dis pas ça. Hein. D'accord? Mais vous voyez, c'est la différence. Le produit Roundup est un produit parmi tous les tous les produits insecticides et fongicides, c'est celui qui a la biodégradabilité la plus élevée. Vraiment. Alors, Antoine et puis Emmanuel. Alors moi j'ai une réflexion en tant qu'agronome, mais je pense que je ne suis pas le seul ici. D'abord, je suis toujours surpris de voir des débats qui sont très techniques et qui sont accaparés, de façon souvent un peu émotive, quasi religieuse, par des gens qui n'ont aucune compétence. Et donc qui ne savent pas ce que c'est qu'une proportion, parce que tout ce qu'on dit c'est vrai, mais dans quelle proportion? Et puis, alors c'est pas du tout un plaidoyer pour tel ou tel type d'agriculture industrielle ou quoi que ce soit. Mais il y a une chose qui est absolument certaine, c'est qu'il y avait 2 milliards d'habitants en 1900, il y en a 7 milliards aujourd'hui, et qu'il aurait été absolument impossible de nourrir cette population sans les progrès qu'a fait l'agriculture pendant les 100 dernières années. Et donc il faut quand même remercier et tirer le chapeau à tous les gens qui ont travaillé, qui ont expérimenté, qui ont fait des efforts dans tous les domaines pour nourrir la planète. Et avant, quand il y avait ces 2 milliards d'habitants, non seulement l'alimentation n'était pas toujours suffisante, mais il y avait des tas de disettes, il y avait de la sous-alimentation, et il y en a moins aujourd'hui avec 7 milliards d'habitants. Grâce aux 2 récoltes de riz par an, grâce à une multitude de techniques, dont de l'agriculture, des phytosanitaires et toutes sortes de choses. C'est la même chose en médecine. Et c'est la même chose. Les organochlorés nous ont permis d'éradiquer pratiquement le paludisme en Europe, etc. Mais bon, tout est aussi une question de bénéfice-risque à discuter. Tout doit être une question de bénéfice-risque et tout doit être une question aussi de raison. C'est pas parce que Queen recommandait l'utilisation de l'arsenic dans les vignes qu'il fallait qu'au XIXe siècle, les agriculteurs des vignobles français en constitution après la crise phylloxérique en répandent l'argamanu comme on a répandu, ce qui a conduit à son... C'est pas parce que les organochlorés que tu viens de citer ont permis tant de progrès phytosanitaires qu'on devait répandre encore en 1994 du chlordécone à la Martinique et à la Guadeloupe, parce que les grands intérêts de la bananerie en avaient acheté en stock des quantités, et que c'est pas en 72 qu'on a interdit, c'est en 72 aux États-Unis et en 1994 seulement à la Martinique et à la Guadeloupe, sans assurance même qu'après 1994, c'est ce que les travaux ont fait, puisque l'INSEE a annoncé sa grande enquête là, sur le chlordécone et ses effets à tout point de vue, et sur ça, et il y a, on ne sait pas vraiment en fait, hein. Donc c'est toujours une question de raison. Semblablement, le Roundup, on a tous vu, nous, qu'on soit ici agronome, fils d'agronome, ou simplement gens habitant des maisons avec des jardins, le Roundup utilisé comme des fous. Et sans trop savoir. Donc, au fond, c'est pas que les gens sont bêtes, je pense, dans l'éducation. Ils sont moins bêtes aujourd'hui qu'ils l'étaient au XIXe siècle, parce que l'école, elle a fait son travail. Mais ils ont été quand même un peu induits, enfin, le doute a été instillé du fait des discours de Monsanto, du fait des discours sur le chlordécone, du fait des choses comme ça. Et au fond, on prend un peu le public pour des gens idiots et on leur dit vous êtes idiots, vous ne comprenez pas, regardez la science et tout. Oui, mais ça ne suffit pas parce que la science elle-même se mêlant ici bien plus que dans le domaine de la biotechnologie a des intérêts financiers gigantesques. Il y a tout, le doute est instillé nécessairement. Et quand les journaux français, libres, mais aussi Le Monde et tous les autres journaux ont fait tous leurs articles depuis les années 2013-14 sur le Roundup, et ben c'est pas pour rien
ils alertent une opinion et ils peuvent donner réponse aux télé. Et alors, ce qui est marrant, c'est que vous-même, à la fin, c'est vous qui avez été convaincu, au fond, par votre exposé. Je vous dis, si je devais voter maintenant, je ah non, mais je sais que je n'avais pas voté. Non, non, j'ai toujours... Donc, c'est ça parce que... Non, mais ce qu'on doit apprendre, c'est que la science, comprenez-la mieux par des exposés. Ce qui m'assure, oui. Mais exercer votre pouvoir de critique politique. Voilà. Parce que Monsanto, c'est une firme c'est un pognon dingue. Regarde, deux choses. D'abord, le premier sondage que j'ai fait, c'était au Corum, un amphi plein, 200 personnes. Alors peut-être que les gens n'ont pas osé s'exprimer, mais quand j'ai demandé qui était pour l'usage du Roundup, zéro. Ils ont eu peur de se faire... D'accord, zéro. Zéro, d'accord. Et moi, je leur ai dit, je vous fais remarquer, là, que je ne vote pas. La chose que simplement il faut retenir aussi, c'est que dans notre société aujourd'hui, par exemple, personne ne remet en cause la bouillie bordelaise. Attendez, elle est utile dans la lutte contre le mildiou, mais personne. Ah ben, limité. Mais bon, y a pas, on n'a pas en revue de presse l'équivalent que nous rencontrions comme pour le Roundup. N'est-ce pas? Et pourtant. Le premier utilisateur de Roundup en France, c'est la SNCF. Oui, oui, tout à fait. Oui. C'est la SNCF pour les voilà. Tout à fait. Ils utilisaient le chlorate, mais il y a eu des problèmes. D'accord. C'est vrai que le public est influencé par les campagnes de presse, etc. Et puis aussi, il n'a pas l'idée de relativiser un certain nombre de choses. Je vais te donner un exemple très simple. Au d'un repas, vous êtes médecin. Tu es médecin, vous êtes médecin. Alors qu'est-ce que vous pensez, comment on fait pour éliminer les moustiques, Aedes albopictus, le moustique tigre, il faut dire qu'il nous en fait voir quand même. Moi, je m'en fous, le moustique tigre, je mets une plaquette de pyrétrinoïde. Tout à fait. Qui est un insecticide qui n'a pas d'effet sur la faune, etc. Je le mets dans la Elle me dit, c'est là, oh là là, non, moi je pense que ça doit être cancérigène, je ne l'utilise pas. Et elle était en même temps en train d'allumer sa 3e cigarette. Voilà. Et je lui ai dit, écoutez, il faudrait être logique. Le cancer, c'est démontré que le tabac est un cancérigène extérieur, et puis vous vous privez du pyréthrine. Voilà. Il faut aussi renvoyer à l'éducation et aussi à la logique. Oui, dans ce contexte. Alors, je suis bénéfice-risque, oui. Dans ce contexte, donc, j'ai fait partie de l'Agence française de sécurité sanitaire pendant de nombreuses années. Mes fonctions universitaires m'ont amené à ne plus aller assister aux sciences qui me prenaient beaucoup de temps. Et là, nous avons eu à réfléchir de tous les risques que le consommateur encourait au travers de son alimentation. Et donc, qu'il s'agisse de risques microbiologiques, chimiques, et c'est aujourd'hui un ensemble de risques. Et je peux éventuellement, si vous le souhaitez un jour, venir vous faire une conférence sur ce sujet-là. Je suis souvent sollicité. Mais quels sont, à votre avis, alors, on sort du Roundup, mais on n'en est pas si loin que ça. Quels sont dans notre alimentation, parce que finalement, ce qui est dangereux là, dans ce qu'on évoque, bon, il y a toute la partie écologique. Hein. D'accord. Mais pour le consommateur, est-il dangereux que le consommateur puisse consommer éventuellement à son insu un petit peu de Roundup? Je pense que non. Et par contre, vous savez quel est le danger le plus grand qu'encourt notre société aujourd'hui, à part l'alcool et le tabac? Le sucre. Voilà. Saccharose. D'accord? Voilà. Donc, alors, ça, vous voyez. Monsieur Le Bleu. Non, vous avez évoqué effectivement un point qui me paraît extrêmement important, c'est le manque de culture scientifique. Et le fait que les journalistes n'essayent pas de pallier cela. Et le second point, d'une manière générale, tout à fait. Ce sont des commerçants. Et la presse vend beaucoup mieux quand elle fait peur. Voilà, il faut faire peur. C'est ce que me dit. Et ça, c'est un point extrêmement. Quand j'ai contacté les journalistes, ils faisant peur. Est-ce que vous pouvez faire peur? Ils me demandent. Moi, je ne veux pas faire peur. Je n'ai pas de compétences scientifiques du tout. Je suis barbier, c'est-à-dire chirurgien. Mais lorsqu'on me parle de l'association entre telle chose, quelle que soit, et le cancer, je vous rappelle une phrase du professeur de dermatologie Rainbow qui vous disait on peut toujours avoir la syphilis et un bureau de tabac. Ça veut dire que comment lier de façon, mais non, absolument. Non, c'est pas possible.
prouver, etc., la relation entre ça et ça. Elle n'est pas possible. Et moi, dans les conversations de salon, je répète pour ça, Ah oui. on peut toujours avoir, on disait, il y avait une variante. Et toujours, on peut avoir la grippe et une jambe de bois. Donc, ça permet de revenir Je me souviens que le cancer, c'est quelque chose d'étiologique multifactoriel. Voilà. Alors, je pense qu'il va falloir peut-être qu'on mette un terme à la discussion avant que quelqu'un ait quelque chose de très, très, très...